Voilà, et j'affiche Coupez les micros. Là. document, si je ne me trompe pas, voilà. Et donc, vous pouvez y aller. Donc d'abord, bonjour à tous. Je suis très heureux que nous ayons fait ce travail à deux parce que je n'aurais pas su traiter la partie 3 avec la même pertinence. Donc le plan se décompose en trois parties. D'abord, en France, on va regarder de 2005 à 2020 l'histoire d'un effritement et vous ne serez pas surpris, je passerai plus rapidement sur certains aspects parce que c'est un peu long. On regardera trois cas particuliers, les masques, les tests, puis les vaccins. À l'étranger, quels enseignements peut-on tirer? On rencontre des modèles très différents, en gros essentiellement trois, l'Asie, l'Europe et puis certains pays qui ont, au moins pendant un certain temps, cherché désespérément la quête de l'immunité. La troisième partie, traitée par Martine, envisagera l'organisation des soins, la santé publique et la prise en charge des malades. En conclusion, nous n'évoquerons ici que marginalement les aspects pourtant essentiels, économiques, sociaux et éthiques de cette crise, pour nous concentrer sur ce qu'elle peut nous apprendre quant à la gestion de notre système de santé et à sa nécessaire évolution. Je me permets de vous interrompre à ce moment-là pour dire que, en principe, au moins les aspects éthiques et sociaux seront évoqués dans cette thématique dans le groupe éthique à une date à définir. Voilà. Je vous rends la parole. Merci. Donc, tout d'abord, en France, l'histoire d'un effritement, donc je vais passer rapidement sur les repères que j'ai pris de l'exposé que j'avais fait sur l'économie mondiale de la santé, pour rappeler que la structure de la consommation médicale française de la décennie passée se démarque par plusieurs caractéristiques très spécifiques. Une présence marquée de l'hôpital, 30% contre 20 à 27 ailleurs, une faiblesse de la prévention, 2% contre 3 à 4 ailleurs, et une lourdeur administrative bien connue dans d'autres domaines, 6,2% contre 2 à 5% ailleurs. La densité en personnel soignant et en lits d'hôpital était en 2018 assez proche des moyennes européennes exprimées pour 1000 habitants. Donc après, en médecin, évidemment, c'est le résultat de 40 ans de numerus clausus dont on commence à peine à revenir. En personnel infirmier, malgré... alors, il y a quand même dans ce domaine une croissance régulière de l'ordre de 3% par an. En lit d'hôpital, par contre, on constatait jusqu'en 2019 une baisse constante de l'ordre de 1% par an. En résumé, l'OCDE dressait en 2017 le tableau suivant des systèmes de santé français. Point fort, l'espérance de vie, notamment les femmes, mortalité par cardiopathie ischémique et le reste à charge des ménages. Parmi les points améliorés, l'alcoolémisme et le tabagisme, la prévention et la vaccination, comme on y reviendra largement, et trop d'antibiotiques prescrits. Donc maintenant, on va voir d'abord les masques. Ensuite, on parlera des tests et enfin des débuts laborieux de la vaccination cet hiver. Nous n'évoquerons pas le relâchement de l'été, qui semble avoir été un phénomène commun dans toutes les démocraties, voire ailleurs. J'avance là? Oui. Alors, la polémique sur la pénurie dramatique de masques. De 2005 à 2007, c'est le temps de l'armement sanitaire. La première alerte épidémique du XXIe siècle remonte à 2003 avec le SRAS,
Et 2004, la grippe aviaire H1N1 en Chine renforce la prise de conscience. Dès octobre 2004, le plan de lutte d'Oust-Blazy prévoit une batterie de mesures drastiques aux frontières, déplacements, rassemblements, gestes barrières, masques, FFP2 pour les soignants chirurgicaux pour les autres. En avril 2005, à la demande de Dominique de Villepin, ministre de l'Intérieur, l'IGA établit un rapport sur l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics en cas de crise majeure, notamment sanitaire. Visionnaire, ce rapport évoque l'apparition d'un nouveau virus humain très virulent, pronostiquait la crise tragique qu'elle engendrerait par sa vitesse de propagation et l'ampleur des perturbations engendrées. Il préconisait de constituer sans tarder des stocks de masques et d'antiviraux et de créer en France une filière de production de masques FFP2 pour les soignants. En juin 2005, Xavier Bertrand, ministre de la Santé, passe avec Bacoudaloz un accord pour le développement de l'usine de Plaintel, près de Nantes, portant la capacité de production à 180 000 masques FFP2. En mars 2007, il crée l'EPRUS, l'établissement de préparation et de réaction aux urgences sanitaires, pour gérer l'ensemble des aspects logistiques. Des stocks considérables sont constitués, dont 1 milliard de masques chirurgicaux et 285 000 FFP2, faisant de la France l'un des pays les mieux préparés au monde selon l'OMS. On rêve en relisant ça aujourd'hui. Alors, de 2007 à 2009, c'est l'apogée du principe de précaution, avec en particulier, à l'été 2009, le vote de la loi HPST, avec la création des autorités régionales de santé et le développement de la tarification à l'acte avec une logique d'hôpital-entreprise plus que de qualité des soins. La menace de pandémie s'éloigne, le débat sur l'excès de précaution, on en fait trop, conduisant à décrédibiliser la parole publique et ouvre la voie au désarmement. Dès 2010, il y a d'âpres débats politiques autour du coût des dépenses engagées dans le cadre de la grippe H1N1. On parle d'1 milliard d'euros et il y aura 342 décès. Je passe sur la réponse du Haut Commissariat qui met 18 mois à arriver et qui commence à apporter un premier coup de canif dans le dispositif, ce qui fait que fin 2011, Xavier Bertrand confirme le rôle de l'EPRUS qui doit coordonner les stocks de plateformes régionales des ARS. Une annexe évoque les équipements tactiques dont doivent disposer les établissements de santé et qu'ils doivent désormais financer dans le cadre de leur mission d'intérêt général. On commence à voir une dilution des responsabilités. En 2013, ça s'aggrave, l'arrêt du renouvellement des réserves est acté, Marisol Touraine devient ministre de la Santé et Jérôme Salomon est nommé DGS. On en reparle aujourd'hui. En mai 2013, le secrétariat général de défense et sécurité nationale, qui dépend de Matignon, acte le changement de doctrine et donc le non-renouvellement des stocks restants, qui ne sont déjà plus que de 600 millions de chirurgicaux et 114 de FFP2. L'idée est alors de s'appuyer sur les importations chinoises, mais toujours sur les capacités françaises de production. L'EPRUS est délesté en partie de sa responsabilité de constituer les stocks. 2014 à 2016, la réserve est encore divisée par deux, le délitement se poursuit. Et en mai 2016, l'EPRUS intègre officiellement Santé publique France, ce qui veut dire que ces 30 emplois sont dilués dans une technostructure de 500 personnes, les responsabilités sont dispersées et les moyens sont réduits, les activités non contrôlées.
2017 à 2020, lors des comptes, l'inventaire impossible. Dès fin 2016, Jérôme Salomon se rapproche d'Emmanuel Macron et l'alerte. La France n'est pas prête. Le pays doit adapter ses organisations face aux spécificités des crises majeures à venir. Mais pendant ce temps-là, ça continue. Et fin 2018, Honeywell ferme l'usine de Plaintel et on détruit 2 lignes, la troisième partant en Turquie. L'exécutif, dans la période 2018-2020, aurait ainsi triplement fauté en détruisant des masques dont une partie, même non conforme, restait prête à l'emploi, en omettant de renouveler le stock et en laissant, fin 2018, l'usine française de Plaintel s'arrêter et les 2 lignes de production être détruites. La troisième partant d'autres. Ces mesures n'ont pas éteint les interrogations autour de l'anticipation de la crise, mais début 2020, l'exécutif ne souhaitait pas débattre. Viendra le temps des débats. Deuxièmement, les péripéties de la stratégie tester, alerter, protéger. Tester, tester, tester. Depuis le 16 mars 2020, c'est le message très clair martelé par l'OMS dans le cadre de la lutte contre le Covid. Dans ce domaine aussi, la technostructure prend le temps de la réflexion. Puis, quelques tests sont réalisés fin février, mais seulement sur les cas sévères, et seuls les établissements de santé de référence ou les labos médicaux de sécurité biologique de niveau 2 sont habilités. Faute d'une production suffisante de machines et de réactifs en France, les laboratoires d'analyse sont dépendants de l'étranger. Alors que la cadence plafonne autour de 150 000 tests hebdomadaires, Édouard Philippe annonce aux députés le 28 avril un objectif de 700 000 tests dès le 11 mai, qui ne sera atteint que fin juillet, les autorisations ayant été peu à peu élargies aux ressources disponibles. C'est ce qu'explique le schéma de ça. Fin juin, on plafonne encore à 250 000 tests hebdomadaires et l'application Stop Covid, lancée le 2 juin, reste un échec. Pour accélérer le processus, diverses mesures sont prises fin juillet. La possibilité de faire le test sans ordonnance, puis remboursement des tests PCR, le recours à d'autres méthodes de test, antigéniques, salivaires, sanguins, l'introduction laborieuse de 20 robots achetés à la Chine et une communication active en faveur des tests. L'ensemble de ces mesures permet de doubler la cadence jusqu'à 600 000. Pour autant, la France reste très en retard sur ses voisins européens. Je vous épargne les chiffres, mais c'est couramment de 2 à 5, pardon. Cette enquête montre que mi-août, la France est très en retard sur ses voisins en matière de dépistage. Pourtant, dès début juillet, le gouvernement a décidé d'accélérer la cadence de dépistage. Il faudra un trimestre entier pour passer de 300 à 1200 000 tests par semaine. Également, les délais sont anormalement longs, comme plusieurs d'entre nous ont pu le constater, et on voit ici la courbe de montée en cadence de test et de réduction progressive des délais. Ça permet un redressement en 2 à 3 semaines pour atteindre 97% début décembre, tout en faisant face à une demande qui a beaucoup augmenté. En aval du test, d'autres difficultés s'ajoutent, notamment l'enquête de traçage des cas contacts avec visite à domicile débute trop tard. Les chaînes de transmission cas contacts ne sont guère identifiées. Les refus de suivi cas et contacts à risque isolement augmentent. Les gens s'isolent peu ou pas bien, le contrôle est inexistant.
L'ensemble de ces causes ont évidemment fragilisé la capacité à maîtriser les chaînes de transmission et aggravé l'ampleur de la seconde vague. Le grand absent du dispositif français est le traçage rétrospectif qui a pourtant fait ses preuves, comme on le verra dès le printemps, dans de nombreux pays asiatiques. En pratique, s'il est difficile d'identifier l'individu contaminateur, il est en revanche plutôt facile d'avoir une bonne suspicion de l'événement à l'origine de la contamination. 3. La vaccination. Alors, carence face à un redoutable conflit logistique. À l'heure où tous déplorent le manque de vaccins, il faut d'abord souligner le succès des laboratoires qui ont réussi à mettre sur le marché en un temps record, soit moins d'un an, plusieurs produits qui s'avèrent présenter des risques limités au regard de ceux du Covid. Cette percée scientifique majeure incombe à des partenariats de recherche et de financement noués entre les poids lourds du secteur et des petites sociétés innovantes de biotechnologie conjuguées aux aides de l'État, notamment aux USA et au Royaume-Uni, et aux commandes massives des gouvernements, l'Europe ayant pris du retard à l'été, faute de confiance dans la technologie ARN. On la doit aux biotech américaines, Moderna et allemandes BioNTech et CureVac, qui travaillaient depuis des années sur un test de l'ARN, et aussi à l'urgence sanitaire qui a transformé le vaccin anti-Covid en un bien commun qui doit échapper en partie aux lois du marché. C'est un débat actuel. Hésitant sur la communication, craignant la mobilisation des anti-vaccins, encore une spécificité française, voire la comparaison polémique avec d'autres pays, le gouvernement a changé à plusieurs reprises de stratégie. Je vous les épargne, hein, en l'espace de 8 jours, 4 directions contradictoires. La vaccination contre le Covid en Europe, 0,7% le 12 janvier, est très hétérogène, certains pays étant dès ce moment-là plus avancés que d'autres, ce qui est resté le cas pendant tout le printemps. Cas du Royaume-Uni, 3,3%, du Danemark, 2%, voire de l'Italie, 1,2%. À l'inverse, nombreux sont ceux à la traîne, dont Pays-Bas et France, critiqués pour son démarrage très poussif. Et on voit ici encore que c'est vraiment dans les premiers jours et les premières semaines que tout se passe. Après, il est très difficile de rattraper. Le vaccin Pfizer impose à tous les pays un immense défi logistique sur lequel je ne reviens pas, tout le monde connaît, moins 70, moins 80 degrés, 5 jours en frigo et 6 heures à température ambiante. Donc, c'est très compliqué en termes de logistique. Après les masques et les tests, ce sont bientôt les doses de vaccins disponibles qui alertent, les livraisons ralentissent, les priorités de répartition sont opaques, on observe des pénuries de réactifs et de seringues en plus, et la communication accentue les réticences de la population vis-à-vis de la vaccination, AstraZeneca notamment, sans que ce soit justifié. La situation internationale alimente, il est vrai, les polémiques, ce n'est pas seulement un problème franco-français. Il semble donc que la logistique n'ait pas été associée à la conception de la stratégie et l'exécutif n'a pas bien anticipé les questions de transport et de réception des doses, ni les contraintes de stockage et de distribution. Quelles leçons peut-on tirer de 2020 en France? Donc, alors que le monde hospitalier était en crise depuis près d'un an, il s'est retrouvé début 2020 fort démuni face à l'inconnu Covid-2019. La T2A, pratiquée pendant de nombreuses années, a débouché sur un amoncellement colossal de coûts économiques constatés depuis 18 mois, bien supérieurs aux économies réalisées pendant les 15 années précédentes. Pourtant, le personnel de santé abandonné par les technostructures va faire face d'une autonomie décisionnelle remarquable. 3 constantes au moins reviennent, communes aux 3 études de cas ci-dessus.
une très faible capacité d'anticipation et de réaction rapide face à l'imprévu, une communication hésitante, brouillonne, voire contradictoire et contre-productive, une incompétence marquée dans l'organisation logistique. Les rapports des commissions d'enquête de l'Assemblée et du Sénat dégagent 3 messages importants. 1. La prévention politique relève de la responsabilité politique et ne doit pas être laissée au bon vouloir des administrations. 2. Il faut remettre en question le fonctionnement des ARS. 3. Le modèle des EHPAD doit être revu en profondeur. Je n'approfondis pas parce que Martine y reviendra longuement. Les principes d'organisation face à une pandémie telle qu'établie en 2004-2005 pourraient constituer un socle sur lequel s'appuyer, et nos 3 cas confirment que combattre efficacement dès les premiers jours et semaines des vagues exponentielles d'épidémie est essentiel. En synthèse, l'enjeu essentiel est de ne plus considérer la santé et particulièrement l'hôpital comme un ensemble d'entreprises, centres de coûts basés sur l'offre de soins pour axer leur mission sur la demande de santé de la population. Alors, l'étranger, quels enseignements tirer? Un démarrage universel, une réaction très différenciée. Alors que le coronavirus se propage inexorablement à travers le monde, l'épidémie semble suivre une trajectoire similaire dans de nombreux pays pendant 2 à 4 semaines. Je vais donner la courbe des nouveaux cas hebdomadaires en Europe. Vous la regarderez un peu plus, mais elle est instructive. On voit que le démarrage est très similaire et qu'ensuite les courbes évoluent beaucoup dans les semaines qui suivent. Ensuite, à ce stade, apparaissent déjà des exceptions notables. La Corée réagit beaucoup plus vite. Le pic y est atteint au 12e jour et efficacement, ainsi que Taïwan, dont on a moins parlé. L'Allemagne confine beaucoup plus tard que ses voisins européens. L'Angleterre, les Pays-Bas, la Suède, les USA et le Brésil visent l'immunité collective. Regardons du côté de l'Asie. De la Chine, origine de la pandémie, on sait peu de choses. La censure est vigilante. Les informateurs sont poursuivis alors qu'ils ne font que leur travail. On sait que le foyer initial officiel était à Wuhan, mais les informations sont longtemps tues. On sait que le virus était là au moins depuis octobre, sans doute depuis l'été. On sait que le virus vient de la chauve-souris, mais ensuite, on ne sait pas comment se passe l'intermédiaire. Même l'hypothèse d'accident de laboratoire qu'on avait co-écarté reste éventuellement à considérer. La transmission interhumaine ne sera reconnue par Pékin que le 20 janvier. L'économie repart très fort et réussit le tour de force d'une croissance de 1% en 2020. La Chine est la cause et le grand gagnant de la pandémie. En Corée du Sud, nous avons vu que le démarrage se déroule comme en Europe. Mais tout est différent ensuite très vite. Le pays a déjà été confronté à des pandémies de grande ampleur, en 2003 le SRAS et en 2009 H1N1, donc c'est un atout. Ils ont un plan préétabli, un modèle militaire qui repose sur le renseignement, l'analyse et le commandement, et une cellule de 400 personnes très professionnelle. Donc, on peut passer sur le paragraphe suivant parce qu'on y reviendra. La première vague en Corée sera très bien maîtrisée. La seconde posera plus de problèmes avec 61 000 cas et près de 1000 décès fin 2020, on rêve, relâchement ou rançon de l'intense intégration coréenne dans l'économie mondiale. À Taïwan, le constat est analogue. Dès la fin décembre 2019, Taïwan est le premier qui alerte l'OMS et dès le 2 janvier, l'équipe d'intervention a été mise en place
Le 20, les mesures d'urgence ont été réactivées. Le premier cas de contamination est diagnostiqué dès le 28. Comment peut-on résumer ces stratégies? Commandement unifié, anticipation des risques, réaction immédiate, fermeture des frontières, transparence des autorités, confiance de la population, donc respect des directives, détection des sujets infectés, obligation du port du masque dans le lieu public, absence évidemment de pénurie de masques, politique de traçage par géolocalisation des smartphones, 6 mois de prison et 30 000 euros si vous ne le faites pas, confinement individuel sanctionné en cas de non-respect. Enfin, il ne faut pas oublier plusieurs spécificités coréennes, géographiques, quasi-insularité, parce que la Corée du Nord, c'est un écran total, régional, le confucianisme, appartenance au groupe, la distance sociale, peu de contact, et national, travail, vitesse, réactivité et discipline, accès massif à Internet. Au 29 janvier, pour 26 millions de Taïwanais, on compte 900 cas et 7 décès, 0 depuis le 11 mai. Le 11 mai de l'an dernier. En Europe, alors l'Italie, ça a commencé très très vite, suite à des contacts avec la Chine, et en particulier Wuhan. Et de toute façon, la discipline sera faible, les mesures peu strictes. Une des caractéristiques italiennes de la pandémie est la mortalité élevée en première vague, soit 13%, à cause de la démographie, beaucoup d'âgés, surcharge des infrastructures, déficit en soins intensifs, insuffisance de tests, distance sociale culturelle. Sur le cas français, on peut passer, on en a déjà parlé. L'Allemagne. Alors, là, on voit que l'Allemagne réagit un peu plus tard, ce qui résulte sans doute de l'autonomie des Landes en matière de santé publique. La structure fédérale, c'est à la fois un atout, mais ça peut devenir, comme on le verra, une gêne dans la troisième vague. La première vague allemande se distingue par un taux de mortalité très inférieur aux autres pays européens, 3,8% au 12 juin contre 12 à 15% ailleurs, mesuré de la même manière. La seconde vague est beaucoup plus laborieuse et met à l'épreuve le fédéralisme. On voit certains landes freiner les mesures restrictives et accélérer les déconfinements. Et la troisième vague confirme nettement ces difficultés, avec 83 000 décès fin avril, soit plus de 50 000 en 4 mois, alors qu'en France, on en aura un peu moins. Qu'en est-il de l'immunité collective? En Suède, ce n'est pas le gouvernement qui gère la crise, mais l'Agence de santé publique qui émet des recommandations. Le bilan est en demi-teinte. Fin avril, seulement 7% des habitants de Stockholm avaient développé des anticorps. La seconde vague est plus sévère. Elle contraint fin novembre, puis le 18 décembre, à prendre des mesures plus strictes. Et le système de santé suédois, qui a beaucoup souffert de coupes budgétaires depuis 30 ans, subit une pénurie personnelle et de lits et de personnel soignants formés. Aux Pays-Bas, alors on a essayé un confinement intelligent, les autorités ayant appelé la population sans l'obliger à rester chez elle et à éviter les rassemblements. À fin juin, le pays déplore 6 000 décès et plus de 50 000 cas pour 17 millions de Néerlandais. Donc, ce n'est pas une franche réussite. Quant au Royaume-Uni, même s'il n'a jamais assuré avoir choisi cette approche, le Royaume-Uni est le pays très vite le plus endeuillé, avec 43 600 décès, juste après la Belgique.
Le NHS est sous haute tension. Cette crise reflète la société britannique qui a atteint des niveaux d'inégalité inédits. L'espérance de vie stagne, les pays les plus pauvres ont une santé précaire et peu d'opportunités d'avenir. Aux USA, il convient de garder en mémoire l'immensité du territoire et l'autonomie de chaque État dans la plupart des domaines, dont la santé, fait que les mesures prises sont très différentes. En Californie, ça n'a rien à voir sur le Middle West. Donc, on va se concentrer sur l'organisation de la santé. Même les partisans les plus convaincus du système de santé individualisé et privé constatent les risques que cause le modèle américain à la collectivité qui se sont vus sur cette pandémie de manière cruelle. Même assurés, nombre d'Américains sont traditionnellement enclins à reporter leurs soins faute d'assurance ad hoc. La logique financière qui prévaut conduit souvent à des décisions lourdes de conséquences. Donc, par exemple, sur 70 000 respirateurs, 16 000 ont été livrés, le fournisseur ayant rompu le contrat parce qu'il est insuffisamment rentable. Et ainsi de suite, les vaccins, les exemples sont très nombreux. Si on essaye de faire un commentaire sur cette situation, tellement diverses selon les régions, pardon, vous pouvez avoir le texte, s'il vous plaît? Comment? Oui, oui. Il convient d'être prudent parce que, par exemple, les cultures et les mentalités sont très différentes et les mêmes méthodes ne peuvent pas être utilisées en démocratie et dans les régimes autoritaires. On peut néanmoins observer que partout, les mêmes causes ont produit les mêmes effets. L'impréparation et l'improvisation sont immédiatement sanctionnées. Face à une pandémie, la vitesse d'analyse et de réaction est déterminante. La communication doit être transparente, claire et de nature à créer la confiance. L'organisation doit être très structurée, déployée au plus près des réalités du terrain. Il faut une volonté politique forte de contrôler les frontières. Une logistique sans faille est indispensable. Le respect des consignes est une affaire de mobilisation plus que de contrôle. Enfin, le succès repose sur la discipline de la population et n'est jamais acquis. S'il fallait chercher un modèle, ou mieux de bonnes idées à l'étranger, au vu des résultats, c'est incontestablement vers l'Asie du Sud-Est qu'il conviendrait de se tourner, et plus précisément vers la Corée du Sud et Taïwan. La transposition sera délicate. On voit bien qu'un abîme sépare le testé, alerté, protégé français du traçage rétrospectif coréen et taïwanais, consistant à se focaliser sur le contact ou l'événement amont ayant contaminé le cas détecté, plutôt que sur les contacts a posteriori. En effet, cette approche prend en compte la supercontamination spécifique observée dans cette famille de coronavirus, où 20% des infectés sont responsables de 80% des contaminations. Enfin, il y a lieu de débattre autour des choix tels que éradiquer le virus ou vivre avec leurs impacts en termes de santé publique, d'économie et de liberté. Je passe la parole à Marc. Voilà, alors j'arrête. J'ouvre son document. Bonjour. Attendez, J'attends de voir le texte. voilà. Merci, Monsieur Fournier. Voilà, donc la suite porte sur les pistes d'amélioration. Quelles pistes d'amélioration pour faire face aux pandémies futures? Donc, évidemment, les mesures à prendre sont dépendantes des caractéristiques de l'agent pathogène. Donc, même si
on tirait tous les enseignements de la pandémie actuelle, ça ne veut pas dire qu'on serait prêt pour une autre pandémie. Bon, on va quand même essayer de faire un retour d'expérience. Les sources dont je me suis servie pour cet exposé sont essentiellement le rapport de l'Assemblée nationale et celui du Sénat, le rapport, des rapports du Comité consultatif national d'éthique interrogé par le gouvernement, et puis le rapport annuel 2021 de la Cour des comptes qui s'est penché sur l'organisation des soins critiques en France. Alors, bon, je me suis également servi des réflexions de Terra Nova. Les pistes d'amélioration, donc nous allons les étudier selon 3 axes. L'organisation des soins, en France, hein, la santé publique, la prévention, l'éducation à la santé, la formation, la recherche, la démocratie en santé, et enfin le financement. Donc, premièrement, l'organisation des soins. Bon, l'administration insuffisamment efficiente, on peut passer un petit peu, avancer dans le texte, là, s'il vous plaît, merci. Donc, simplement pour dire que notre société est très administrée en France, très normée. Les normes sont très utiles, évidemment, pour protéger, mais elles sont source de ralentissement de prise de décision. On peut citer également le millefeuille administratif comme cause de ralentissement parce que chaque décision doit être, on doit informer chaque décision au niveau supérieur et plusieurs fois de suite. Le temps que ça redescende, tout ça, c'est très lent. C'est également source de dilution des responsabilités. La judiciarisation excessive, de mon point de vue, aggrave encore la peur des décideurs. Bref, la culture administrative n'est pas celle de l'initiative, de l'expérimentation, ni de la prise de risque. Et malheureusement, le respect des procédures et des validations multiples prennent souvent la fin, peuvent prendre la place du résultat à atteindre. Donc, ces travers de cette administration sont connus, mais évidemment, la crise sanitaire les a rendus plus visibles, car comme toujours, une crise révèle et aggrave les failles préexistantes. Alors, des adaptations ont eu lieu tout au cours de l'évolution de la pandémie. De mon point de vue, ce qui manque, c'est au niveau des plus hauts responsables administratifs, une expérience professionnelle en dehors de l'administration. Bon. Alors, on reste dans le cadre de l'administration. Nous allons voir un peu maintenant les agences régionales de santé. Vous savez qu'elles sont chargées du pilotage régional du système de santé. Elles ont pour mission la régulation de l'offre de santé en région, aussi bien sur les secteurs ambulatoires, la médecine de ville, que le secteur médico-social, personnes âgées handicapées, que le secteur hospitalier. Donc, la gestion des crises fait vraiment partie de leur mission. Je cite l'anticipation, la préparation et la gestion des crises sanitaires en liaison avec le préfet. Alors, au niveau national, la gestion des crises sanitaires est assurée par le CORUS maintenant, et le Centre opérationnel de réception et de régulation des urgences sanitaires et sociales, qui est au sein de la Direction générale de la santé et du ministère de la Santé. Alors, les ARS ont fait l'objet de nombreuses critiques, notamment de la part des élus locaux. On peut avancer. Le Sénat, ça ne sera pas une surprise puisqu'il représente les élus locaux, le Sénat s'est beaucoup opposé aux ARS, leur reprochant de ne pas s'être adaptés, surtout de ne pas avoir communiqué avec les élus locaux. Donc, le rapport du Sénat souligne que le lien insuffisant entre les ARS et les collectivités territoriales ne permettait pas d'adapter de manière optimale les modalités de réponse à l'évolution de l'épidémie en fonction de la situation locale. Donc, le rapport préconise la nécessité d'une association renforcée des collectivités territoriales aux décisions prises par l'État.
Il est à noter que d'autre part, il y a eu des problèmes de coordination entre les préfets et les ARS. Il y a eu incontestablement des progrès dans le domaine et actuellement, l'État d'une manière générale, les ARS en particulier, collaborent bien avec les élus locaux. Alors, deuxième point d'achoppement, de critique, le cloisonnement, les cloisonnements d'ailleurs, entre médecine libérale et hôpital, d'une part, entre public et privé, d'autre part, entre médical et médico-social. Alors, l'hospitalocentrisme et le cloisonnement médecine libérale-hôpital. D'une manière générale, les plans d'organisation des soins en cas d'afflux de malades victimes d'infections, mais c'est également vrai pour les attaques chimiques, bactériologiques, nucléaires par exemple, ces plans organisationnels donc prévoient que les malades soient dirigés d'emblée sur les hôpitaux. Alors, il y a plusieurs raisons à ça, notamment le fait que si l'on ne connaît pas l'agent pathogène, il vaut mieux que les personnes soient à l'hôpital pour éviter une diffusion et pour également assurer des soins en urgence si c'est nécessaire. Par contre, cette stratégie d'hospitalocentrisme a deux inconvénients majeurs. La saturation du centre 15, qui s'est passé d'ailleurs au début de la pandémie, malgré l'augmentation des personnels affectés. Cette saturation du centre 15 présente un danger de perte de chance pour les autres urgences médicales. Et le deuxième inconvénient, c'est la saturation des hôpitaux, bien sûr. Alors, dans le cas de la COVID-19, la plupart des malades, même symptomatiques, ne nécessitaient pas d'hospitalisation. Donc, le fait d'hospitaliser dans un premier temps n'était pas une bonne solution, en l'occurrence. Ça peut être différent pour d'autres virus ou d'autres agents pathogènes. Donc, en l'occurrence, le meilleur parcours passe par les médecins libéraux, c'est ce qui s'est fait d'ailleurs dans un second temps. Donc, d'une manière générale, il serait sans doute à l'avenir nécessaire de questionner ce systématisme de l'orientation vers l'hôpital, dès évidemment que les données cliniques sont connues sur l'agent pathogène. Elles étaient connues pour la Covid quand elle est arrivée en France. Alors, deuxième point après l'hospitalocentrisme, le cloisonnement privé-public. Alors, les capacités de lits de soins continus, de soins critiques des établissements privés ont été utilisées avec retard. Et cette décision incombait aux ARS. La Cour des comptes, qui s'est penchée sur les problèmes des lits, des lits de soins critiques, la Cour des comptes donc préconise de déterminer au niveau national un modèle d'organisation et de coordination des soins critiques et son mode de gouvernance qui soit en mesure d'inclure les structures publiques et privées. Donc voilà pour les lits. Concernant les tests, la commission sénatoriale a relevé qu'une mauvaise connaissance par les ARS du réseau territorial des laboratoires privés et de leur fonctionnement, de même que les cloisonnements publics-privés, ont indéniablement retardé la mise en place d'une organisation territoriale efficiente. Voilà pour les tests. Et également, un autre point concernant les tests, on a remarqué que la France a importé des tests de Chine, alors même que les laboratoires vétérinaires français n'étaient pas mis à contribution alors qu'ils le demandaient. C'est un problème d'homologation, d'autorisation, bien sûr, mais surtout un problème de réactivité en cas de situation de crise. Je cite, si des collaborations se sont avérées fructueuses, le poids des corporatismes et l'absence d'impulsion des ARS pour les dépasser n'ont pas permis d'optimiser les ressources présentes à l'échelle des territoires en structurant des organisations plus efficientes. Voilà, donc on a relevé des freins, cloisonnement, corporatisme, lenteur de décision, rigidité, qui sont à prendre en compte pour l'avenir. Alors maintenant, le nombre de lits de soins critiques, je vais résumer. Bon, il y a eu une polémique au départ en disant que les lits de réanimation en Allemagne auraient été 5 fois plus élevés qu'en France. Bon, ceci n'est pas juste parce que ça dépend des critères que l'on met pour désigner un lit de réanimation. En effet, en France, les exigences sont très importantes
Et on ne comptabilise plus exactement un lit de réanimation que lorsqu'il est complètement armé, entre guillemets, c'est-à-dire lorsqu'il inclut les locaux, le matériel, mais surtout le personnel. Le personnel en nombre et en compétences. Voilà, donc les statistiques internationales comparent plutôt les lits de soins critiques plutôt que les lits de réanimation. Quoi qu'il en soit, nous avons bien compris que tout ce qui s'est passé, toutes les mesures qui ont été prises pendant la crise sanitaire avaient pour objectif de faire en sorte que les capacités de soins soient toujours opérationnelles, c'est-à-dire de ne pas saturer les hôpitaux. Toutes les conséquences économiques, sociales, psychologiques, enfin toutes les conséquences de la crise du Covid vont dépendre de ce problème de saturation des hôpitaux. La Cour des comptes a relevé d'ailleurs que depuis le début de la crise sanitaire, en France comme à l'étranger, les capacités hospitalières en réanimation ont conditionné non seulement le fonctionnement des systèmes de santé, mais aussi la vie économique et la vie sociale dans leur ensemble, et même les libertés publiques. D'où la question, pourquoi, lorsqu'est apparu le risque d'une seconde vague, ne pas avoir augmenté le nombre de lits de réanimation au niveau des besoins estimés? Alors, je ne vais pas détailler comme sur le texte, mais en gros, nous sommes passés de 5000 lits de réanimation privés et publics en France avant la crise à environ 5800 lits pérennes, c'est-à-dire il y a eu 800 créations de lits de réanimation. À la fin de la première vague, enfin au pic de la première vague, nous avons eu besoin de 10 000 et quelques lits de réanimation. Donc la différence entre les 5008 et les 10 000, ça se fait par redéploiement des lits de soins continus ou des lits de soins intensifs en lits de réanimation. Alors, cette transformation des autres lits de soins critiques en lits de réanimation est faite évidemment en déprogrammant les soins non urgents. Mais évidemment, plus on déprogramme, plus on risque de perdre, enfin d'induire des pertes de chance pour les malades concernés. Il faut aussi savoir que pour transformer un lit de soins critiques autre que de réanimation en lit de réanimation, les besoins en personnel sont beaucoup plus importants. Par exemple, en moyenne, d'une manière globale, plus exactement, il a fallu mobiliser 7700 infirmières en plus des 11 000 existantes pour la réanimation et 3 000 aides-soignants en plus des 6 700 aides-soignants déjà en poste pour la réanimation. Bon, même chose pour les médecins réanimateurs qui sont passés de 2200 à 4700. C'est dire que bon, des efforts importants ont été faits, mais on ne peut pas aller au-delà. Les limites en personnel compétent, capable d'intervenir en service de réanimation, ce nombre de personnel, il a des limites. On ne peut pas créer comme ça des compétences en quelques semaines ou en quelques mois. Donc, l'augmentation des lits de soins critiques et des lits de réanimation ne peut se concevoir que sur des années par la formation de plus d'internes et d'infirmières en réanimation. Alors, pour la Cour des comptes, des évolutions de l'organisation des soins critiques s'imposent, qu'il s'agisse de la planification de l'offre, des ressources humaines ou du financement affecté aux soins critiques. Bon, la Cour des comptes met le doigt non seulement sur les futures pandémies, mais surtout sur l'augmentation du nombre de personnes âgées, le vieillissement de la population qui induira des besoins supplémentaires en lits de réanimation. Donc, voilà, la Cour des comptes recommande d'augmenter le nombre de personnel formés, mais c'est à terme, ça. Alors, on peut identifier au moins 2 contraintes qui empêchent cette augmentation, même à moyen ou long terme.
Il faut savoir qu'un lit de réanimation, ça coûte un peu plus d'1 million, un lit, 1 million par an. Et compte tenu des mesures de tarification en vigueur, à chaque fois qu'on crée un lit de réanimation, ça entraîne un déficit en moyenne, 115 000 € sur une année. Alors, ce n'est pas très incitatif pour un hôpital de créer un lit de réanimation dans ces conditions. Donc, la Cour des comptes conseille de déterminer un nouveau modèle de financement des soins critiques afin de garantir la neutralité de la tarification à l'activité. C'est-à-dire que quand on crée un lit, on ne sache pas d'avance qu'il va y avoir un déficit de 115 000 € au bout de l'année. Et le deuxième point qui contraint l'augmentation du nombre de lits, c'est le manque d'attractivité des métiers paramédicaux essentiellement. Voilà, donc pour ce qui concerne la première partie, l'organisation des soins, je passe à la deuxième partie. D'une manière générale, c'est les mesures de santé publique. Alors, nous allons voir d'abord la prévention. Parce qu'en France, d'une manière générale et à l'international, on reconnaît la qualité des prises en charge des pathologies. Par contre, François l'a dit aussi, la France manque de culture de la prévention à tous les niveaux, au niveau de la population, au niveau des médecins même et des soignants en général. Par exemple, les vaccinations, le dépistage du cancer du sein ou du rectum, tout ceci se fait moins bien qu'ailleurs en France. Une proportion anormalement élevée de récalcitrants est comptabilisée. D'autre part, la pandémie de Covid-19 a bien montré que les sujets à risque de formes graves et de décès étaient les sujets âgés. Bon, ça, la prévention, voilà. Mais les sujets à risque, c'était les sujets en surpoids, diabétiques, diabète de type 2, évidemment, atteints de maladie coronarienne, atteints d'accidents vasculaires cérébraux. Or, ces risques peuvent être significativement diminués par un changement de mode de vie, l'alimentation, enfin, d'habitudes alimentaires, l'activité physique, la consommation de tabac et d'alcool. Donc, la mise en œuvre de pratiques de prévention au niveau de la population, prévention de ces risques, est un bon moyen de diminuer à terme les besoins en lit de réanimation et le nombre de morts, sans compter l'espérance de vie individuelle des gens. Donc, revenons à des notions plus générales. C'est tout à fait dans ce domaine de la prévention que les dysfonctionnements organisationnels ont été les plus criants, et tout d'abord le défaut d'anticipation. Alors, défaut d'anticipation dans la surveillance épidémiologique. On a vu qu'au début de la crise, il était impossible de comptabiliser le nombre de malades du Covid dans les EHPAD et d'une manière générale dans les institutions médico-sociales. C'est une aberration parce que de ce nombre de malades découlent évidemment les décisions stratégiques. Bon, on a vu ce défaut d'anticipation sur la surveillance des stocks stratégiques, je n'y reviens pas, et également défaut d'anticipation majeur dans le fait qu'aucun plan n'avait prévu l'hypothèse de la nécessité d'un dépistage massif. Alors ça, c'est lié à la caractéristique du virus, de la Covid, qui entraîne un grand nombre de cas asymptomatiques. Donc, il faut dépister beaucoup si on veut comptabiliser et traiter ou isoler les malades. Donc, aucun plan n'avait imaginé qu'on puisse avoir besoin d'un dépistage massif. Donc, c'est dire qu'évidemment, le dépistage n'était pas du tout prévu. Alors, ce domaine, c'est celui de Santé publique France. C'est une agence scientifique et d'expertise du champ sanitaire. C'est Santé publique France qui a en charge l'observation épidémiologique de la population, l'éveil sanitaire, le lancement de l'alerte sanitaire, bon, en outre la promotion de la santé et la réduction des risques pour la santé, le développement de la prévention et de l'éducation pour la santé, et la préparation et la réponse aux menaces, alertes et crises sanitaires. Donc, on est en plein dans ces attributions. Alors, les masques, je ne reviens pas sur l'histoire, mais simplement sur ce qu'il faudrait prévoir.
Donc, la constitution d'une réserve stratégique de masques chirurgicaux EFFP2 qui relève de la responsabilité de Santé publique France et qui devrait utiliser des stocks tournants plutôt que des stocks dormants. Tournants, c'est-à-dire qu'ils sont utilisés par les hôpitaux et renouvelés au fur et à mesure. Même nécessité de constitution de réserves stratégiques pour les autres protections individuelles sur bottes, charlotte, sur blouse, etc. On peut avancer. Il faut absolument prévoir plusieurs fournisseurs de manière à ce que l'assèchement des approvisionnements n'apparaisse pas en cas d'arrêt de production du fournisseur ou du seul pays fournisseur de masques, comme c'était le cas avec la Chine. Il est indispensable de reconstituer une filière de production française et européenne de production de ces matériels, ainsi que de protection, donc ainsi que des médicaments et des appareils utilisés en réanimation. Et les stocks doivent évidemment faire l'objet d'évaluations qualitatives et quantitatives. À ce volet, il faut associer l'ensemble de la population. Pour l'avenir, il semble indispensable que les médecins, les médecins libéraux, je veux dire, les institutions médico-sociales, les employeurs et les citoyens prévoient de détenir un stock raisonnable et proportionné de masques chirurgicaux. Donc, voilà pour les masques. Ensuite, tester, tracer, isoler. Donc, on a vu, on peut avancer, les défauts, les dysfonctionnements concernant cette stratégie. Bien sûr, les raisons de ces échecs devront être analysées et corrigées en se référant, comme l'a dit François, à l'expérience des pays asiatiques. Bon, ça c'est pour l'organisation. Mais le comportement de la population française a joué un grand rôle dans le fait que cette stratégie de tester, tracer, isoler a échoué. En effet, lorsque le nombre de cas devient important, ce qui a été le cas, la recherche des cas contacts nécessite un nombre très important de personnel et à un moment, les capacités sont dépassées. Il n'y a que le traçage numérique qui permet de faire ça, qui permet de trouver les cas contacts d'une manière générale et les cas contacts à risque en particulier. Ce traçage numérique a été un échec en France parce que la population l'a boudé et n'en a pas compris l'intérêt. L'isolement des personnes affectées ou des cas contacts à risque n'a pas non plus été possible, soit parce que les gens voulaient continuer à travailler, soit parce qu'ils n'avaient pas la possibilité matérielle de s'isoler, soit parce qu'ils ne comprenaient pas et refusaient cette contrainte. Donc, on voit bien qu'on retombe sur une problématique de prévention et d'éducation à la santé. En ce qui concerne la campagne de vaccination, je dirais qu'en infectiologie, il y a deux stratégies de vaccination. Soit on priorise les personnes susceptibles de développer des formes graves, soit on privilégie les personnes les plus susceptibles de transmettre le virus, c'est-à-dire déjà les soignants. Alors, dans le cas de la COVID-19, un consensus s'est fait pour prioriser les personnes susceptibles de développer des formes graves, toujours avec le même objectif, limiter les hospitalisations en réanimation et le nombre de morts. De plus, au début, les études ne permettaient pas d'être certains que les vaccins réduisaient la transmission du virus. Bien sûr, à l'avenir, la stratégie pourra être différente avec d'autres agents pathogènes. Autre point, l'expérience de l'épidémie H1N1, donc 2009, et la résistance de la population. Depuis cette expérience, la résistance de la population aux vaccinations s'est aggravée et semble avoir focalisé l'attention du gouvernement sur le risque que la population ne se fasse pas. Ce n'est que devant la constatation du manque de vaccins que la population a commencé à avoir envie de se faire vacciner. Bon, ceci dit, la faible proportion de soignants vaccinés, surtout au début, alors que la vaccination leur était ouverte, est préoccupante en termes de santé publique et témoigne d'une méconnaissance par les soignants, par un grand nombre de soignants,
de la méconnaissance du concept bénéfice-risque des vaccins et d'une manière générale d'un manque de formation en prévention. Même constat dans les écoles, on constate un taux significatif de refus des parents de signer l'autorisation d'effectuer un test salivaire sur leurs enfants. La question de l'obligation vaccinale pour les soignants est posée. Du point de vue santé publique, il est évident que ce n'est même pas une question. Du point de vue santé publique, il faut que les soignants soient vaccinés, tous les soignants. Mais actuellement, on voit mal le gouvernement se mettre à dos les soignants en leur imposant cette contrainte. Par contre, la question devra être posée à distance de la crise actuelle. Alors, l'éducation à la santé, on a déjà vu tout à l'heure le besoin d'informer et d'éduquer la population sur les bonnes pratiques en matière d'alimentation, d'habitudes alimentaires et de vie. On est quand même un peu ennuyé de constater qu'un nombre non négligeable de malades vont préférer prendre un comprimé pour l'hypercholestérolémie, contre l'hypercholestérolémie ou le diabète de type 2, plutôt que de modifier leurs habitudes alimentaires et pratiquer une activité physique. Inverser la tendance est un objectif majeur de santé publique. Par ailleurs, quand on voit que des clusters ont été repérés dans les services hospitaliers non dédiés à la Covid, cela témoigne du fait que les mesures barrières ne sont pas toujours respectées par les soignants eux-mêmes dans l'exercice de leur profession, post-statut oblige. Alors, est-ce que la constatation de la quasi-disparition de la grippe saisonnière et des gastro-entérites cette année, du fait des mesures barrières, va inciter la population à comprendre l'intérêt d'une meilleure hygiène des mains et du port de masques en cas de rhume, de toux et de grippe? On verra bien. En ce qui concerne la formation, c'est un chapitre important, mais je ne peux pas le traiter en si peu de temps. Retenons seulement la nécessité de mieux former les personnels qui s'occupent des personnes âgées, que ce soit en institution et plus encore peut-être à domicile. La recherche. Alors, il y a eu un choc en France lorsqu'on s'est aperçu qu'aucun laboratoire français n'était en mesure de produire un vaccin. Donc, on pense à Sanofi et à l'Institut Pasteur en particulier. Ce qui interroge sur l'état de la recherche en France, évidemment. Alors, parmi les explications, on retiendra la diminution des crédits à la recherche fondamentale, une rémunération des chercheurs inférieure à ce qu'ils pratiquent ailleurs, donc une fuite des cerveaux, mais aussi peut-être une moindre valorisation de la prise de risque. D'autres réflexions devront être menées sur les procédures d'autorisation de mise sur le marché des médicaments et des vaccins qui sont en France trop complexes et trop longues, privant la France des premiers développements de certains médicaments innovants, particulièrement dans le domaine des biotechnologies, car les promoteurs industriels préfèrent mener leurs investigations chez nos voisins européens. La démocratie en santé, la participation des usagers aux décisions de santé est inscrite dans la loi depuis près de 20 ans. Mais avec l'urgence de la crise sanitaire, cette participation n'a pas été de fait. Les associations d'usagers devront être particulièrement associées à l'évaluation des conséquences des déprogrammations chirurgicales et des transferts de malades. Le rapport du Sénat engage à évaluer, en liaison avec les associations d'usagers, les impacts sanitaires du report ou du renoncement aux soins, en portant une attention particulière aux publics vulnérables et aux enjeux de santé mentale. Le Comité consultatif national d'éthique préconise de prévoir un vaste retour d'expérience de proximité pour évaluer les conséquences des choix décisionnels et des pertes de chance pour les patients Covid et les autres patients, notamment à l'aide d'outils numériques, et envisager une réflexion collective sur l'allocation des ressources dans un contexte de rationnement et sur les principes de justice distributive. Les choix et les critères ne devraient pas être assumés par le seul corps médical. La question de l'inadéquation des moyens au regard des besoins devra être discutée après la crise. Il s'agit d'un enjeu éthique de santé publique.
oui, également, les associations pourront se pencher sur une réflexion, enfin, pourront réfléchir sur la mise en œuvre des suppressions ou quasi-suppressions des visites des familles dans les établissements de soins et les EHPAD qui ont eu des retentissements majeurs sur les patients et sur leurs familles. Alors, on va terminer par le financement, je vais y arriver. C'est le Ségur de la santé qui, évidemment, est une résultante de la crise sanitaire, qui a ébauché, enfin, qui a finalisé plus exactement l'aspect financier des mesures qui vont être prises. Donc, le Ségur de la santé a conclu à une augmentation de 8 milliards, enfin 8 milliards 5 d'euros pour les revalorisations salariales. Donc ça peut jouer sur l'attractivité des métiers. Et d'autre part, les investissements de 19 milliards d'euros sur 10 ans, dont 6 milliards financés par l'Union européenne. Alors en 2021, on aura 3 milliards 3, en 2022, 3 milliards 2. Donc, ce financement s'axe sur 4 volets principaux. 9 milliards d'euros sur 10 ans affectés à la modernisation de l'offre de soins hospitalière. Et le gouvernement vante son changement de méthode par une déconcentration active de la décision pour tous les projets dont le montant est inférieur à 150 millions d'euros, charge aux ARS d'élaborer avant la fin de l'année une stratégie et de sélectionner les projets qu'elle considère comme prioritaires et devant faire l'objet d'un soutien budgétaire. Deuxième volet, 1,5 milliard pour les EHPAD sur 5 ans, 300 millions d'euros, pour avancer là, s'il vous plaît, le texte, 300 millions d'euros sur 10 ans pour la modernisation de l'offre de soins pour les personnes en situation de handicap. Troisième axe, le numérique, 2 milliards d'euros. Quatrième axe, 6,5 milliards d'euros sur 10 ans pour le désendettement des établissements de santé, afin de leur redonner des capacités de financement. Alors, je souligne évidemment l'absence de mesures de prévention dans ce financement. Voilà. Pour conclure, il apparaît que la crise sanitaire a révélé les failles préexistantes, rigidité administrative, cloisonnement, corporatisme, verticalité des décisions, défaut de réactivité. Des adaptations ont eu lieu face aux difficultés. La survenue de la prochaine pandémie nécessitera une meilleure préparation aux différents scénarios, une meilleure anticipation et des capacités d'adaptation supérieures et plus rapides. Voilà. Merci, M. Fournier, pour l'assistance technique. Entre autres, bravo. On peut applaudir parce que c'est un travail formidable et très bien, très synthétique, qui rassemble beaucoup d'informations. Donc, tous ces documents sont les deux qui viennent d'être détaillés, plus les annexes du papier de Martine Thomas, donc sont téléchargeables sur le site. Hein. Alors, bon, ce que je vous propose, je vais arrêter le partage ici. Et donc, on se voit tous là. Donc, c'est le moment de, je vais dire, de lancer la série des questions ou des discussions. Alors, ce n'est pas facile parce que le sujet est multiforme et multifacteur. Donc, ça peut partir un peu dans toutes les directions. Moi, je propose comme thématique pour commencer, et ça a été évoqué dans le premier exposé, c'est enfin, on va dire, pour être poli, l'interaction entre le politique et l'administration. C'est-à-dire qui est l'initiateur des décisions qu'ils ont prises. Alors, quand ça marche mal, toutes les administrations répondent unanimement, c'est de la faute du politique. Et quand on interroge le politique, ah ben oui, mais c'est les administrations qui n'ont fait que des conneries. Donc, comment résoudre ce problème
disons, de contradiction entre ces deux choses. On prend le cas des masques, par exemple. Les politiques, vous avez vu, on a cité à peu près une dizaine de noms qui ont été des politiques dans la période 2000-2020, qui ont en fait entériné des changements complets de stratégie. Est-ce bien les politiques qui ont été à l'initiative de ces changements de stratégie, ou est-ce que ce sont certaines personnes dans les administrations qui les ont suggérées, bien sûr, aux politiques du moment? Donc, voilà un sujet à la limite d'organisation entre les politiques et les administrations. Je vous fais grâce du millefeuille et de toutes ces choses-là qui ne font que compliquer le débat. Alors, on a la chance dans notre groupe d'avoir quand même des médecins ou des gens qui ont travaillé dans le système hospitalier. Donc, c'est toujours intéressant. Et là, on n'a pas, l'œil de Moscou ne surveille pas, donc on peut en parler d'une façon très libre. Donc, que chacun s'exprime. Alors, les gens qui ne sont pas spécialistes et également les gens qui le sont, qui pensent l'être, j'aimerais bien que chacun apporte sa contribution. Enfin, j'aimerais bien. Je suggère que chacun apporte sa contribution. Alors, qui veut parler? Moi, je voulais parler de la prévention. François et Martine ont insisté tous les deux sur ce point. Effectivement, je pense que la prévention est très insuffisante. Alors, je ne sais pas dans les autres pays, il semblerait que ce soit encore pire chez nous, mais ça s'explique par le fait que les résultats de la prévention sont lents et distraits. Donc, ça ne va pas avec la politique à court terme qui est menée en général partout. Et puis, il faut dire que les médecins sont comme les autres humains, qu'ils aiment bien être dans la lumière. On a bien vu là, comme certains avaient un ego très développé et se sont starisés sur les plateaux, aimaient bien la mise en lumière. Et ce n'est pas avec la prévention qu'ils vont faire la une des journaux. C'est bien évident. Un chirurgien qui réussit la transplantation d'une greffe d'une main, bien sûr, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas que ça se fasse. Mais ça, c'est quelque chose qui est prestigieux et spectaculaire, alors que la prévention ne flatte pas l'ego des médecins. Il y avait quand même un médecin, j'avais entendu, qui avait dit, au lieu de s'agiter pour soigner le Covid, on ferait mieux de développer un plan de prévention contre l'obésité. Parce que 80 ou 85% des morts du Covid étaient en surcharge pondérale. Et je pense que s'il y a eu aussi beaucoup de morts, c'est parce que, un, la population vieillit, et deux, parce qu'il y a beaucoup de surcharge pondérale. Et puis, dernier point en ce qui concerne la prévention, il faut souligner les parents pauvres de la médecine, qui sont la médecine du travail, et pire encore, la médecine scolaire, qui ont pourtant dans leurs prérogatives un rôle très important à jouer. Mais il faut dire que les médecins scolaires, leur salaire, c'est indigent. Hein. Je ne les connais pas, mais je sais que c'est peu. Il y a peu de candidats, il en manque beaucoup. On leur donne pas non plus tous les pouvoirs qui pourraient. Ils seraient très très utiles dans la prévention. Mais ça ne se fait pas. Voilà. Bon, alors là, je rebondis sur ce que vous dites, puisque c'est un bon exemple où on peut aborder le questionnement que j'évoquais au départ, là, c'est qui, parce que vous dites on va faire un plan. Alors des plans, on en fait à l'appel du matin jusqu'au soir. Tous les plans du monde ne résolvent pas le problème. C'est qui, physiquement, va prendre à son compte les recommandations du plan machin ou du plan truc. Je rappelle quand même que le politique, il est déterminé par la démocratie. La démocratie fait changer les politiques d'une façon régulière. Tous les sujets qu'on aborde, ce sont des sujets à long terme, donc qui sont à la limite incompatibles avec la démocratie. Je suis un démocrate, alors je suis un démocrate forcené, mais il y a un énorme problème, je dirais organisationnel, c'est comment assurer sur une longue durée
Bon, vous avez pris le thème de la prévention, la prévention de l'obésité. Qui va s'en occuper? Qui? Donnez-moi des noms. Hein? Est-ce que c'est le président de la République, le Premier ministre, le ministre de la Santé, ou les médecins scolaires, ou les instituteurs? Les instituteurs. Parce que la prévention, ça passe par l'éducation. Qui est-ce qui voit tous les gens de la planète passent devant un instituteur? Il n'y a pas de cours de prévention. À ma connaissance, ça fait longtemps que je ne suis pas allé à l'école. Il n'y a pas de cours sur la prévention scolaire, la prévention sanitaire dans les écoles primaires, maternelles et primaires. Donc, s'il y a quelqu'un qui a des réponses à ces questions de café du commerce, je suis prêt à les écouter. Quelqu'un veut intervenir? Ce qu'on peut peut-être dire, c'est que la continuité dans ce type d'interrogation, comme dans tout autre, Oui. Ce sont les administrations qui font la continuité, ce ne sont pas les politiques, puisque les politiques changent, mais les administrations restent. Oui, alors c'est vrai et faux à la fois. Je l'ai vécu, moi, professionnellement. Les administrations restent, mais les gens dans les administrations changent. Et changent même souvent à une fréquence qui est supérieure à celle des politiques, pour des tas de bonnes et de mauvaises raisons. Donc la continuité d'action, et à mon avis, le coup des masques, c'est bien les administrations qui ont susurré aux politiques du moment de dire on en a trop fait pour le H1N1, donc il faudrait baisser un peu la jauge et ça va bien. Évidemment, les politiques ont dit oui, vous avez bien raison, on en fait beaucoup trop, puis ça coûte beaucoup trop cher, et patati patata. Hein. Donc, la continuité de l'administration, elle a l'air d'être réelle, elle est fragile. Moi, j'ai vécu ça dans mon métier technique, hein, vous savez ce que j'ai fait. Hein. Donc, c'était une activité qui était contrôlée administrativement. On passait plus de temps à former nos interlocuteurs administratifs qu'à discuter avec eux, parce qu'on avait à peine obtenu un certain, pas consensus, mais enfin, une certaine position de l'administration que le responsable qui était notre interlocuteur changeait. Et il fallait repartir à la case départ et rebeloter tout en permanence. Donc, la continuité de l'administration, c'est une fausse réalité, hein, vécue de mon point de vue. Hein. Et si je peux me permettre, la question que vous posez elle dépasse largement le simple domaine de la santé, c'est l'action publique dans son ensemble. Alors, c'est vrai que ça pose le problème de démocratie puisque les échéances politiques ne sont pas compatibles avec les visions à long terme. Voilà. Et le politique, c'est lui qui, en dernier ressort, détient le pouvoir. Donc, il peut s'accommoder des échéances qui sont fixées, surtout quand elles ont été fixées par des prédécesseurs. Alors, il y a quand même un juge de paix, je ne dis pas qu'il le fait bien, mais il y a un juge de paix dans cette histoire entre le politique et l'administration, c'est le nerf de la guerre. Car toutes les décisions, quelle que soit l'institution concernée, sont régies par des budgets votés, et c'est ce qui fait que l'action est possible. Alors, tel plan, telle politique a bénéficié d'un budget satisfaisant, suffisant ou pas du tout. Non, au final, la réponse est la même. C'est les crédits alloués, et pas forcément ceux décidés, qui vont déterminer l'action du politique. J'ai moi-même servi dans une administration qui était pourtant régie par des plans et des visions à long terme. Hein, quand je dis c'est des visions à 10 ans et au-delà, avec des lois de programmation qui fixaient les objectifs budgétaires. De toute ma carrière, je n'ai pas connu une loi de programmation qui a été respectée. Voilà. Vous touchez du doigt le nœud. Hein. Donc,
l'extrême fond du problème, on revient à quelque chose encore de beaucoup plus basique sur l'organisation de l'État, c'est le fait de rester dans une logique budgétaire annuelle. Alors, on a trouvé des échappatoires en disant on fait des lois de programmation pluriannuelles qui peuvent être invalidées année par année au moment du vote du budget annuel. Dans les grandes sociétés, vous avez des plans à long terme qui subissent les mêmes vicissitudes, mais de ma connaissance et de mon expérience professionnelle, la remise en cause perpétuelle des budgets pluriannuels par des discussions annuelles est moins violente dans les grandes sociétés multinationales que dans les États tels qu'on les connaît. Ça peut sembler paradoxal, mais… Non, ce n'est pas paradoxal. Je pense que ça s'explique en particulier parce que les politiques publiques sont plus que la politique de telle ou telle entreprise, sous le feu des médias, des critiques, et que donc, en fonction de l'actualité du moment, ça ne pose aucun problème pour des intérêts politiques jugés supérieurs de modifier les priorités. Oui. Et donc, il y a telle priorité devient subitement une variable d'ajustement pour une nouvelle priorité qui n'avait pas été prévue initialement dans tel ou tel domaine, mais qui, sous le feu de l'actualité, prend le pas et devient essentiel. Alors, je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Donc, la médiatisation jette un trouble, finalement, dans la continuité des actions à long terme. Parce que tout ce qui est médiatique, par nature, est du court-termisme. On le vit aujourd'hui plus que jamais. On saute du coq à l'âne en permanence et on tire à hue et à dia. Et le politique, quel qu'il soit, a tendance effectivement un petit peu à suivre les mouvements de foule, on va dire, de l'opinion publique. Voilà. Donc, on est loin du Covid, mais je crois qu'on est au cœur du sujet. Si demain, il revient une aventure comme celle-là, on dit « Ah ben oui, on va tirer les enseignements de tout ça ». Je vous assure que si ce n'est pas demain, ce ne sera pas après-demain, ce sera dans 3 ou 4 ans. Tout ce qu'on a raconté là dans nos magnifiques papiers, dans tous les rapports qui ont été faits par toutes les instances, va retomber sous le tapis et on va redécouvrir à nouveau que les choses n'ont pas été prises en compte et que tous les plans magnifiques sont restés des plans, quoi, sont restés en plan, comme on dit. Oui, il y a également une autre cause qui permet de troubler les planifications, c'est la judiciarisation. Et le domaine de la santé a été très, très impacté dans le passé. Alors, après, on peut dire, oui, telle politique manque de courage. Bon, il faut se mettre aussi à la place des gens qui n'ont pas envie nécessairement de se retrouver devant les tribunaux en ayant pris des décisions qui, dans leur intime conviction, quand ils les ont prises, avaient le sentiment de servir au mieux. Puis voilà, les choses changent et tout d'un coup, on les voit aux gémonies. Alors là encore, aidé par la médiatisation, mais la perspective de se retrouver devant le juge tout en ayant la conviction d'avoir fait de son mieux pour servir au mieux, vient un peu aussi troubler le jeu des décisions et de ce qu'on appelle le courage politique. Oui, oui, vous avez raison. Et ça, c'est la loi Kouchner de 2003 qui a introduit ce thème-là, donc de judiciariser la possibilité avant, les médecins étaient inexpugnables, on va dire, c'était les prêtres de la nouvelle société, et aujourd'hui on leur dit, écoutez, si vous avez fait des conneries, vous passez à la moulinette comme tout le monde, hein, voilà. Oui, cette question-là, on l'a déjà évoquée lors de précédentes discussions. Quant à la médiatisation,
moi, je donne le point de vue de quelqu'un qui ne suis pas médecin, qui ne connaît rien à la médecine, qui ne connaît rien à la politique médicale en règle générale, et qui était spectateur tous les soirs des journaux télévisés, et qui m'ont donné l'impression d'un bavardage permanent, tous les jours, tous les jours, tous les jours, et d'une nécessité sous la pression des journalistes de se justifier en permanence et de justifier la moindre décision en permanence, ce qui aboutissait évidemment, avec l'évolution des événements, à des contradictions, parfois à court terme, où on disait quelque chose et où la semaine suivante, on disait le contraire, parce qu'évidemment n'a pas un bon retentissement dans l'esprit du public, hein, parce que l'esprit du public dit, bon, on nous raconte n'importe quoi, tous ces gens-là sont sous des pressions occultes qu'on ne connaît pas, sont influencés par des puissances financières, par des puissances, etc. Et donc, il y a une défiance généralisée du public par rapport au discours des politiques, par rapport au discours des experts qui se contredisent les uns les autres. Moi, à mon humble avis, il faudrait bavarder un petit peu moins et ne dire les choses que quand elles sont vraiment établies et certaines, et ne pas faire participer le public à la discussion de ce qui est encore incertain. Vous avez sans doute raison, mais on vous taxera très facilement d'atteinte au droit d'expression. Oui, moi, en ce qui me concerne, je trouve que c'était plutôt intéressant de voir le manque d'expertise justement de ces gens qui se prétendent experts. Et ils parlaient, par exemple, j'ai entendu une fois, ça m'avait sidéré, tout au début de l'utilisation des masques, qu'il fallait enlever les masques comme ci, comme ça, machin. Il fallait quasiment être expert pour mettre un masque et l'enlever. Et maintenant, ça n'a plus du tout cours. Et c'est des médecins qui nous disaient ça. Alors moi, je voudrais donner mon avis par rapport à la prévention au niveau… Je pense que c'est les médecins qui devraient être mieux formés pour justement mieux correspondre avec leurs patients, au lieu de leur donner des médicaments à tout va. Et je suis concernée pas directement par le problème, mais de très près. Les médecins ne pratiquent pratiquement jamais de prévention au niveau de leurs patients. Ils donnent les médicaments, ils renouvellent les médicaments, et puis c'est tout. Et c'est peut-être à ce niveau-là que ça serait intéressant de les sensibiliser au sujet. Voilà. Alors, les médecins, il faut savoir, pour faire de la prévention, alors peut-être qu'ils ont un déficit de formation, mais ils n'ont pas le temps. Hein. C'est long pour expliquer. Hein. La prévention prend du temps et les médecins manquent de temps. Et puis, donner des médicaments, il faut savoir c'est nous qui prescrivons, mais il faut dire aussi, sur injonction presque des patients. Les patients exigent souvent le traitement. Hein. Je pense que les citoyens ont aussi une grosse responsabilité. Hein. Un médecin qui ne donne pas de médicaments, ce n'est pas un bon médecin. Exactement. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et il n'y a pas de temps accordé à la prévention dans les visites. Moi, malheureusement, je vais trop souvent chez le médecin et on parle très peu de prévention. On n'en parle même pas, pour ainsi dire. Si vous voulez, madame, supposer, alors je vais faire, puisqu'on est on met tout en cause là, quand la consultation d'un médecin généraliste sera à 50 €, comme dans tous les pays européens sauf la France, on aura plus le temps de parler de la prévention. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Si on est assez riche pour faire ça, oui, pourquoi pas. Écoutez, comment les autres pays font? Dans tous les autres pays européens, la consultation est entre 40 et 50 €. Pourquoi chez nous, c'est 25? Pourquoi? Parce que c'est pris en charge aussi complètement par la sécurité sociale. Oui, mais ça pourrait être pris aussi en charge complètement à 50 €, avec un reste on va creuser le déficit. Hein? Oui, mais il faudrait cotiser beaucoup plus. Eh bien, on imposerait ça aux gens. Vous voulez des médecins de qualité, eh bien, payez. Non, moi je pense que les médecins sont de qualité, mais qui ne sont pas assez sensibilisés à cette prévention.
Oui, Je mais, pense qu'on a des médecins de très grande qualité, mais qui ne sont pas sensibilisés à cette mais le ressource. médecin généraliste n'a pas le temps, comme le dit Anne-Marie, n'a pas le temps de parler de ces sujets-là. On est obligé de faire l'abattage pour vivre correctement. Et puis, il y a la notion aussi de plaisir chez le patient. Je crois que c'est Martine qui disait, oui, un médicament, au lieu de faire un régime et d'avoir une bonne hygiène de vie, mais les gens, c'est tellement plus facile de régler son problème avec une pilule que d'aller faire 3 kilomètres par jour. C'est pas du tout, c'est une question aussi de plaisir et de mode de vie. Les gens sont pas aussi malléables que vous pensez, hein. Non, non, si on supprime légèrement persillé, ça va aller mal. Hein. non, mais je pense que si les médecins ont un pouvoir quand même sur leurs patients et que ce pouvoir n'est pas toujours utilisé justement dans le sens de la prévention, puisqu'on parle de ça. De moins en moins, parce que maintenant les gens sont informés, plus ou moins bien, plutôt moins que plus par Internet, etc. Et quand ils viennent, ils ont fait leur diagnostic et ils ont pratiquement établi leur traitement. Et si vous ne rentrez pas un petit peu dans leur demande, il ira voir ailleurs, ou en tout cas, vous n'allez pas établir une relation de confiance. C'est difficile maintenant, très difficile. Bon, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se prêtent à aborder d'autres sujets là, parce que c'est très riche, hein, les exposés qui ont été faits. Est-ce que on peut parler un petit peu d'autre chose? Est-ce qu'on peut parler un peu de l'hôpital, justement? Il y a quand même quelques personnes dans l'Assemblée qui ont eu des relations professionnelles avec l'hôpital. Moi, il y a une chose qui me choque dans l'hôpital aujourd'hui, c'est l'hyperconcentration des hôpitaux. Si Pasteur revivait aujourd'hui, ou si on le ressuscitait, il se retournerait dans sa tombe. Je rappelle que quand il a fait l'Institut Pasteur, il avait déterminé les histoires de microbes en disant la contamination atmosphérique, c'était un truc terrible. Donc, pour faire l'Institut Pasteur, on fait des petits pavillons pour que tous les gens ne soient pas tous les uns sur les autres. Et là, aujourd'hui, on a refait des mammouths absolument gigantesques où, comme vous l'avez dit, on s'aperçoit que malgré tous les surbots, les masques, les machins, les bidules et les trucs, le taux de prévalence de la Covid chez les malades et pas chez les malades, chez les personnels soignants et chez les malades qui viennent. Moi, j'ai beaucoup de témoignages qui me disent que des gens ont attrapé le Covid en venant visiter quelqu'un qui n'était pas dans la partie Covid et ils en sont morts. Et ils en sont morts. Hein. Donc, les grands hôpitaux, c'est des foyers de dispersion de la Covid. Hein. Et puis, au-delà, les infections nosocomiales, on n'en parle pas beaucoup, mais le nombre n'est pas tant que ça. Il y en a encore énormément. Oui, moi, je viens d'avoir une expérience personnelle. J'ai eu une petite intervention de la main et je n'étais pas en anesthésie générale, donc j'ai vu tout ce qui se passait et j'ai pu discuter. Et j'ai dit aux infirmières et aux chirurgiens, il ne m'a pas répondu, il était quand même occupé, mais avec toutes les précautions que vous prenez, moi je pense que les champs opératoires et tout le matériel pour ma toute petite opération d'un doigt, ça a dû remplir un sac de 100 litres de poubelle. Et je leur ai dit, mais avec toutes les précautions que vous prenez, mais comment vous faites pour avoir encore autant d'infections nosocomiales? Voilà. Alors elle m'a répondu, non, mais c'est pas au bloc que ça se passe, c'est quand les gens rentrent chez eux et qu'ils reviennent en consultation post-chirurgicale, qui ramènent. Moi, je n'ai pas trop cru ça. Je ne sais pas où ça coince, mais je trouve qu'il y a quelque chose là qui ne va pas. Parce que je vous assure, j'étais bien consciente et j'ai bien observé, c'est faux toutes les mesures. Mais tout est désinfecté, tout est nettoyé, tout est changé, tout est à usage unique. Bon, et bien malgré ça, il y a encore beaucoup d'infections nosocomiales. On a eu toute la batterie des petits hôpitaux intermédiaires qui sont menacés de fermeture depuis des années, pour ne pas dire des décennies. Ça permettait de répartir sur le territoire. Non, mais c'est pas possible.
Comment? C'est pas possible ce que vous dites, les petits hôpitaux, parce qu'on a besoin de plus en plus de spécialistes. Prenez l'histoire ce qui n'est pas ma spécialité, des accouchements. Si vous avez des petits hôpitaux, vous ne pouvez pas avoir un service de néonatologie avec des gars de garde 24/24. Bien sûr. Donc, mais oui, mais c'est là où ça coince. Ou vous faites des grands centres avec des spécialistes dans toutes les spécialités, ou vous faites des petits centres, mais dans les petits centres, vous aurez à la limite que des généralistes et des urgentistes, mais vous ne pourriez rien traiter derrière. C'est ça qui est compliqué. Ou vous faites des grands centres d'accouchement avec des spécialistes, des pédiatres, etc., etc., mais il faut faire 80 km pour accoucher, ou vous faites accoucher les femmes partout, mais avec les moyens du bord. Mais je n'ai pas de solution. En plus, je ne suis pas une femme, je ne suis pas moins concernée par les accouchements. Mais, non, mais vous voyez le dilemme. Oui, non, mais je vais vous répondre aussi pour les infections nosocomiales. Pour les infections nosocomiales, je ne crois pas qu'il y en ait plus. Je crois qu'on en parle, c'est tout, alors qu'avant, on n'en parlait pas. Mais il y en a moins qu'avant. Il y en a bien moins pour les raisons que vous avez dit, parce qu'on stérilise beaucoup, parce que les stérilisations sont beaucoup plus efficaces qu'elles étaient. L'usage unique est répandu. Il y a 40 ans, il n'y avait pas d'usage unique comme ça. Hein. Aujourd'hui, il y a un usage unique terrible, mais avant, vous preniez une surinfection sur une intervention, c'était comme ça. Maintenant, vous avez une surinfection, la moindre surinfection, vous faites un dossier. C'est tout. Moi, je siège toujours à la commission d'indemnisation des accidents médicaux de Bourgogne. Et on traite aussi les infections nosocomiales. Vous verriez les dossiers qui passent, c'est effrayant. Effrayant. Les gens demandent pour tout. Il y a des gens, ils se font opérer du dos, ils ont toujours mal après, ils font un dossier. Alors qu'il n'y a pas eu de faute, il n'y a rien eu. C'est simplement que il était dans un tel état. C'est un autre sujet de la judiciarisation. C'est la judiciaire, oui. Et c'est pour ça que les infections nosocomiales, je ne crois pas qu'il y en ait. Je suis sûr qu'il n'y en a pas plus qu'avant. Mais simplement maintenant, tout de suite, hop, vous ouvrez un dossier. En plus, il y a des structures comme celle où je siège où c'est gratuit. Vous montez un dossier, si vous n'obtenez rien, vous avez perdu un peu de temps à faire des photocopies, mais c'est tout. Vous n'avez pas besoin d'avocat, vous n'avez besoin de rien. Le coût, c'est 0. Donc, on y va à tour de bras. Donc voilà, on va arriver Mais je ne pense pas qu'il y en ait plus. J'essaye de faire un peu le modérateur d'un autre sujet, c'est l'histoire de la recherche. Est-ce que quelqu'un veut intervenir sur la recherche? Je voudrais compléter, on peut revenir sur la recherche, je voudrais compléter là. Moi, je n'ai pas l'expérience des grosses structures, je connais mieux des structures plus petites, de l'ordre de 150, de 200 lits. Avant l'affaire du Covid, effectivement, on parlait beaucoup dans ce genre d'établissement des maladies nosocomiales qui sont une préoccupation quotidienne. Il y a des protocoles qui sont établis. On ne peut pas dire qu'il y a eu des négligences dans ce domaine. C'est une motivation, une préoccupation plus exactement qui anime le quotidien du personnel soignant. Et pour autant, il y en a. Alors, est-ce qu'il y en a plus, est-ce qu'il y en a moins, je ne sais pas. Mais voilà, d'un autre côté, la multiplication de petites structures s'accompagne inévitablement d'une multiplication des organes de soutien. Chaque structure a besoin d'un minimum de soutien administratif, logistique, et ça pèse beaucoup sur les coûts. Donc, je ne milite pas pour les très grosses structures, mais il faut bien admettre que quand on a des structures plus importantes, ces dépenses et ces personnels qui font un travail important, mais qui ne sont pas le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est quand même le personnel soignant. Mais ils se multiplient et que finalement, quand on a une structure plus importante, ça permet d'une part de recentrer l'effort sur le cœur du sujet et puis d'un autre côté, ça permet d'avoir une approche pluridisciplinaire. Moi, je connais bien des établissements à l'étranger. J'ai toujours apprécié d'aller dans ces structures où on nous prend en charge à l'arrivée. Il se trouve qu'on a besoin d'analyse, on les fait sur place. On a besoin d'une IRM, on le fait sur place. On a besoin d'une chose, on le fait sur place. Et on n'est pas éclaté en différents établissements à traverser la ville, à perdre du temps, forcément, parce qu'on n'a pas les rendez-vous au même moment. Alors que
à partir d'une masse critique, des structures qui sont pluridisciplinaires permettent de prendre le patient en charge par le bout du nez, à lui faire tout le circuit et d'avoir un diagnostic dans un premier temps ultra rapide en ayant rassemblé l'ensemble des expertises nécessaires et ensuite de le diriger vers le bon service. Alors, il n'y a pas de vérité, mais c'est vrai qu'il y a sans doute un juste milieu à trouver entre la très grosse structure du style Cochin, là, qui est effectivement une usine, et puis de toutes petites structures qui, elles, pour des raisons, comme ça a été souligné, de garde, hein, c'est tout bête, mais ça pèse beaucoup, ce genre de choses. C'est l'économie du personnel, et puis la multiplication des coûts à chaque fois qu'on a une petite structure. Les grosses structures, on va arrêter là-dessus, on est d'accord sur le principe, il faut trouver un bon réglage quoi, dans l'organisation. Est-ce que la grosse structure, elle a le débit qui permet de traiter l'ensemble de la demande de la population? C'est ça la question aussi. Il arrive la Covid, ça sature tout. Et voilà, on ne peut plus rien faire à côté. Donc, on est coincé par la logique des grandes structures. Il n'y a pas de réservoir de secours, quoi. Si je peux m'exprimer en termes d'aviation, on n'est pas. Voilà. Bon, on arrête là-dessus. On ne veut pas traiter le sujet. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose sur la recherche? Bon, ah oui, Pasteur, le pays de Pasteur. C'est un scandale qu'on n'ait pas fait de vaccin. Alors, quelqu'un veut une idée là-dessus? Moi, je peux dire un truc que j'ai lu, là. J'ai été chercher, en fait, au-delà des documents que vous avez. En fait, l'ARN messager a été, les propriétés, enfin, l'ARN messager et ses propriétés ont été découverts par Wolf, Monod et Jacob qui ont eu le Nobel dans les années 60. Oui, à l'Institut Pasteur. À l'Institut Pasteur. Mais enfin, ce qui se passe, moi, ce que je pense, c'est que derrière, ça n'a pas été repris par des industriels pour en faire quelque chose. Le problème qu'ils avaient avec cet ARN, c'est qu'ils n'arrivaient pas à le stabiliser. Oui. Tout était sur la table. Simplement, la stabilisation était difficile. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'il faut le garder à moins 70 degrés, etc. Il y a un problème industriel. Là, vous êtes plusieurs ingénieurs, vous comprenez ce que je veux dire. Ce n'est pas le tout de découvrir. Après, il faut produire. Et pour produire, il faut mettre en place des systèmes. Et derrière Wolf, Monod, etc., années 60, hein, ça fait 60 ans, 40, oui, 60 ans, il n'y a aucun industriel français qui s'est mis dessus. Quand il y a eu un industriel, c'est le type qui est patron de Moderna, sa boîte, il est allé la monter aux États-Unis. Oui, c'est Bancel. Je raccourcis un peu, mais. C'est un ancien Sanofi d'ailleurs. On cherche, elle trouve. On a trouvé, c'est nous qui avons trouvé, c'est Pasteur qui a trouvé l'ARN messager. Mais on n'a rien pu en faire. On n'en a rien fait. Et moi, ce que je pense, c'est qu'il devrait y avoir un lien entre la recherche, l'industrie et l'enseignement. Oui. Si vous ne faites pas un ménage à trois entre ces gens, vous n'arriverez à rien. Oui. L'histoire du laboratoire anglais, je crois, enfin, ça doit être celui qui a mis Astra, etc., il travaille avec Cambridge. Oui. C'est l'université de Cambridge qui fait les recherches et c'est Astra qui. Et après, il y a des brevets, il y a des. Etc. Il y a des financements. Mais Cambridge, pourquoi Cambridge est meilleur que je ne sais pas quelle université? Ils sont pas meilleurs, mais simplement, ils ont un bon accord commercial. Parce oui, mais à Cambridge, c'est 30 000 € par an de frais d'inscription. Ah oui. C'est zéro. Ah oui, là, je n'ai pas abordé ça. Il n'y a pas de Non, je n'ai pas abordé ça. Mais si Pasteur avait un joint avec l'industrie, puis arrivait derrière à faire produire et à dégager du cash, ça marcherait. Je trouve qu'on a trop des chercheurs. Je rappelle que Sanofi, Mérieux, Institut Pasteur, c'était la filière industrielle de l'Institut Pasteur. Et c'est de là que sort Bancel qui est allé chez Moderna faire le vaccin Moderna. Hein. Et donc, le vrai problème, revenons à Pasteur, le bonhomme Pasteur.
Le bonhomme Pasteur, il a fait tout ça. Je rappelle que ce n'est pas un médecin, c'est un chimiste. Il a fait ça, il était à Normal Sup. Donc, qu'est-ce qu'il a fait à Normal Sup? Il a été enseignant. Les 15 premières années de sa vie, il a été enseignant. Et on lui a demandé de travailler sur les biens. Je ne vais pas vous faire la biographie de Pasteur. Et disons, c'est par un cheminement très zigzagant qu'il est arrivé à l'histoire des microbes. Au moment où il a inventé le concept du vaccin, c'est même pas lui qui a inventé le concept du vaccin, Oui, c'était la batterie, ça existait déjà. Et disons qu'il l'a adapté au charbon, qu'il l'a adapté à la rage, bon, et ça fait le succès médiatique. Il a dit une chose, je rappelle qu'il a dit, tout le monde venait se faire vacciner contre la rage dans son placard à balai du labo de Normal Sup. Il a dit, je m'en sortirai jamais. Donc, il faut faire construire une chose. Mais par contre, pour la faire construire, je fais une souscription publique. Et il n'y a pas de sous de l'État. Parce que l'État, si je fonctionnalise ça, ça ne marchera jamais. Donc, il a refusé. Je rappelle que c'est une fondation qui a 130 ans d'âge et qui est toujours une fondation privée, l'Institut Pasteur. Ça n'a rien d'étatique. Alors maintenant, l'État, il met de l'argent parce qu'il tire un peu la langue parce que les dons publics se sont un peu rabolis ces dernières années. Et donc, c'est le mécanisme de financement qui manque. Alors, effectivement, dans les pays anglo-saxons, vous avez les fameuses start-up qui font appel, qui lèvent des fonds. Vous essayez de lever des fonds en France, ça commence juste à arriver. C'est microscopique par rapport à ce qu'on sait faire aux États-Unis. C'est-à-dire, il faut accepter l'idée, quand on lève des fonds, de dire je mets des sous dans un truc qui risque de ne pas marcher. Alors, essayez de dire ça à un banquier français, vous n'aurez pas un succès extraordinaire pour l'élever de fonds. Hein, voilà. On touche à la mentalité des peuples. Hein. La prise de risque est quelque chose qui est assez courant dans les pays anglo-saxons. Chez nous, pas trop. Eh bien voilà, et ce que je voulais vous arriver à faire dire, c'est que pourquoi ça marche dans les pays anglo-saxons? Parce que ce sont des anglo-saxons, c'est la prise de risque. Et donc en France, on est beaucoup trop frileux. Et individuellement, on trouvera des gens à prendre des risques, mais comme le système n'est pas favorable pour qu'ils assurent leur pérennité, eh bien, il va où c'est possible, donc il va aux États-Unis. Oui, mais ce n'est pas la recherche qui a fait qui faille en France. C'est le relais pour industrialiser, bien sûr. Oui. Oui, je ne sais pas si vous avez suivi récemment l'histoire, le dernier prix Nobel qu'on a eu, c'est d'une Française qui est aux États-Unis, Charpentier. Charpentier, elle a découvert un truc qui est aussi extraordinaire, le CRISPR-Cas9. Le CRISPR, oui, oui. Ah ouais, c'est assez fantastique. Oui. Elle est aux États-Unis, hein, elle n'est plus là. Oui, ben elle a tout le temps été à l'extérieur. Elle était en Suède, je crois aussi. Oui, non, mais elle a été en Allemagne, etc. Mais elle n'est pas restée là. Donc, c'est là où il y a problème. Ben bien sûr, bien sûr. C'est pas la recherche, c'est l'utilisation qu'on en fait qui ne va pas. L'année prochaine, alors je vais vous révéler un secret, on aura un conférencier qui va vous parler du CRISPR, bien sûr. Ah, c'est très intéressant. Et vous savez qui est-ce qui a acheté les brevets du CRISPR? Non? C'est Monsanto. Monsanto, oui. Bah oui, et maintenant, c'est Bayer. Bah oui, c'est l'avenir si Monsanto l'achète. Non, mais on va faire une transposition avec Marie Curie. On va finir avec Marie Curie. Hein. Allez-y. Marie Curie a découvert le radium. Hein, donc, tout le monde sait ça. Et elle a dit, je ne prends pas de brevet parce que c'est l'avancement de la science. Manque de peau, évidemment, comme il n'y avait pas de brevet, il y a un Américain qui a pris un brevet sur l'isolement du radium. Et quand elle est allée dans les années 30, parce que c'était une célébrité mondiale, pour être reçue par le président des États-Unis et tout, il y a eu une souscription publique aux États-Unis pour lui payer 1 gramme de radium, parce qu'il fallait payer, hein, 1 gramme de radium en cadeau pour son laboratoire de l'Institut du radium à Paris.
Donc, c'est quand même un coup de pied de l'histoire qui est quand même extraordinaire, en disant, ben, elle était d'origine quand même polonaise, bon, de sensibilité européenne. Donc, elle a dit, comme on dit maintenant pour le vaccin du Covid, on dit, ah ben non, mais je fais ça pour l'avancée de la science. Et puis, évidemment, l'avancée de la science, ça remplit des tiroirs caisses. Et puis après, il a fallu passer à la caisse pour avoir 1 gramme de radium qu'on lui a généreusement offert. Voilà, mais enfin, ça, c'est de la sociologie des populations. Voilà. Bon, est-ce que vous voulez dire… Bon, moi, je voudrais quand même remercier les 2 intervenants qui sont cachés, mais qu'on ne voit pas, mais qui sont là derrière. Hein. Donc, et les applaudir parce qu'ils ont fait un travail extraordinaire. Donc, ça vous fait le vadémécum sur le Covid que vous pouvez garder dans votre poche et pour paraître intelligent en société, vous sortez vos antisèches et vous avez tout ce qu'il faut sous la main. Voilà. Voilà. On mourra moins bête, mais on mourra quand même. Bon, eh bien, écoutez, si personne d'autre ne veut intervenir… Il y a le couvre-feu, il y a le couvre-feu. Enfin, le feu, il est couvert. Oui, vous êtes tous chez vous, mais… Donc, merci à tous et puis à bientôt. Donc, on essaiera de trouver une thématique plus centrée sur l'éthique dans le 2e groupe. Là, je dis ça pour Monique, là, à la fin de la saison, là, pour trouver des volontaires pour parler un petit peu de… En particulier le débat sur la restriction des libertés et tout ce qui tourne autour de cette thématique-là, et puis de l'acceptation de la vaccination, toutes ces choses-là, qui peuvent… il y a suffisamment de matériaux pour faire une bonne discussion. Bon, eh bien, merci pour tous. Donc, théoriquement, l'enregistrement a l'air d'avoir fonctionné. Donc, je vais vous dire au revoir et bonsoir à tous. Et puis, donc, cette vidéo, je la posterai sur le site. Hein. Allez, bonsoir à tous. Merci.